Bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais parler sous le titre de Speculum Mundi. C'était le titre de plusieurs années de mes séminaires, mais sous-titre c'est plus précis quand même dans la marge de la philosophie. Et ce que je veux dire par là, philosophie, contenu philosophique d'un philosophe a besoin, pour être compris, d'un certain nombre des éléments, des données historiques au moins, histoire institutionnelle, histoire de mœurs, même l'état géopolitique du moment. Tout compte dans la pensée pure, disons. Alors, le sujet de discussion peut être n'importe quel philosophe, mais quand même, on reste dans la modernité. Et puis, avant de passer à Kant, il faut faire un détour de Descartes, soi-disant fondateur de la philosophie moderne. Alors, dans les mœurs, donc, il y a beaucoup de choses qui attendent d'être éclairées, malgré tant de travaux. Les sources généalogiques de Descartes en tant que fondateur, initiateur de Je pense. Alors, je pense immédiatement, comme tout le monde, comme c'est convenu de penser, et Saint-Augustin. Bien sûr, avec ses confessions, il a osé être sincère et il a fait commencer à la fois philosophie moderne, bien que s'il s'agit d'une théologie, fondation théologique, mais il s'agit avant tout d'un jeu dans tous ces cycles, période antérieure, donc une certaine réflexion rétrospective concernant le soi, un travail de soi, un souci de soi, et donc avec toute la tradition stoïque a pris une nouvelle allure réfléchie. Donc l'antécédente véritable, sincère, avancée de Descartes, c'est Saint-Augustin. Tout le monde peut accepter. Mais il y a une autre source aussi quand même, c'est-à-dire une certaine lumière, disons, une certaine renaissance de Moyen-Âge en Andalousie, à travers tous ces philosophes de l'islam, d'abord Averroès et Avicenna, et ils ont résolu beaucoup de problèmes de la philosophie scolastique européenne et à travers les figures de philosophes islamiques, on dit islamiques, mais ils sont des aristotéliciens. Donc, on a eu une connaissance de l'œuvre de Aristoteles. Donc, certaines pensées sans présupposer une analytique a commencé aussi. Donc ça aussi, on ne peut pas expliquer Descartes uniquement avec Augustin. Du côté de sincérité ou fin ou véritable, oui, mais du côté de déduction, ça devrait être un aristotélicianisme de l'ordre de philosophie islamique. Et donc ça effectivement contribue à la connaissance de renouveau philosophique, cette fois-ci auprès de Sorbonne, à Paris donc. Et Descartes, comme il était quand même un personnage assez libre, penseur de son époque, il développait sa pensée en ce qui concerne la morale, par exemple, dans ses correspondances avec la reine Élisabeth.
Donc, il répondait plutôt à des questions d'urgence concernant la morale. Bien que dans le discours de la méthode, n'est-ce pas, il nous a laissé une morale, une théorie morale presque n'existe pas, inachevée. Et donc, le titre porte, n'est-ce pas, la morale par provision. Donc, à l'absence de morale bien fondée, jusqu'à la fin de cette doute méthodique, on va quand même adopter une certaine morale pragmatique qui est assez aristotélicien aussi, en fait. C'est une morale sans fondé, mais très pragmatique. Quand on se perd dans la relativité des valeurs de morale, alors on choisit, on obéit les siens, c'est-à-dire les instituteurs, les préceptes religieux, les précepteurs, etc. Donc, une conformisme total qui est étrange quand même à l'essence même de cogito. Et la passion de l'âme, l'autre ouvrage de Descartes qui essaie de répondre plus clairement comment on va diriger les passions de l'âme. C'est encore aristotélicien, donc c'est pas très original. Donc, en attendant Kant, donc on a une figure comme ça, mais une troisième marge de Descartes, je devrais quand même citer, comme il n'est pas quelqu'un docile, il était une sorte de penseur libre de son époque, c'est-à-dire il n'était pas très accepté par l'institution de Sorbonne, donc par les jésuites, il n'était pas dans une ordre religieuse, c'était étrange pour l'époque, il était quelque part rejeté. Mais il travaille, enfin, il ne faisait pas de soucis, pas du tout. Il a une baroque tout d'abord, mais il a comme troisième source de typologie qui prend l'exemple dont il est prolongement, c'est une figure de chevalier, à mon avis. Il n'est pas du tout une figure de religieux dans son ascèse, soi-disant hypocrite, non. Mais il est libre comme un chevalier, sans y être participé. Il a l'âge de quelque chose de chevalier de table ronde. Eux aussi, à leur façon, ils étaient des penseurs libres. Mais c'était déjà fini, l'ordre des Templiers. Donc, ce qui reste de la disparition des Templiers, par exemple, il a gardé cet esprit libre, initiateur, qui se négocie en quelque façon comme un marchand. Et il était d'ailleurs un mercenaire à une époque. Il n'a pas trouvé d'inconvénient pour voyager, pour s'habituer à une vie rude, virile peut-être, libre. Il avait choisi ce métier bizarre, mercantile. D'ailleurs, c'est l'époque de, je crois, mercantilisme, la discussion concernant le physiocrate. Eh bien, l'Amérique était découverte, dans le marché, il y avait toutes sortes de produits, disons, on n'était pas plus dépendant de Jérusalem peut-être, parce que les Turcs, les musulmans, ils étaient bien installés là-bas. Là, ils philosophaient. Andalousie
depuis longtemps disparu, et Constantinople était pris par les Turcs. Il y avait quand même apparemment une certaine à la fois curiosité concernant les Turcs, à la fois une certaine répugnance en ce qui concerne les passions de l'âme des Turcs peut-être. Il y a toute une littérature surtout en espagnol, enfin j'avais consulté en espagnol, toute métaphoricité concernant disons, les sodomites turcs, etc. Bon, c'est l'Europe, dans l'Europe circulait ce genre de représentation, disons. Mais, comme en attendant quand même Kant qui refonde la philosophie, si j'avais montré tout à l'heure cette sculpture de gardien de Hadès, Uranus avec une tête à trois, avec un chien à trois têtes, et je pensais immédiatement trois domaines des idées qui restent à jamais antinomiques chez Kant. Donc, interdit d'y entrer au sens phénoménal. Mais vous pouvez, si vous voulez, vous confronter avec ce chien d'Hadès à trois têtes. Et si vous préférez, vous pouvez commencer par la tête qui vous convient. Il y a trois têtes, c'est-à-dire les idées psychologiques concernant l'immortalité de l'âme et les idées cosmologiques concernant le commencement ou fin du cosmos, du monde. Et troisièmement, ce sont des idées théologiques, s'il y a un Dieu ou non. Alors, à vos bons plaisirs de s'amuser avec ce chien à l'entrée ou en attendant, n'est-ce pas, l'entrée de Hadès. Cette sculpture avec ce chien et cette série de sculptures avec les autres semblables, c'est Kant. Pour moi, c'est Kant Hadès. Première critique nous ouvre et ferme voilà, les portes de Hadès. Effectivement, ni Augustin ni Descartes n'ont pas parlé dans ce sens-là et d'une manière puérile de Hadès, de l'enfer. Non, chez Kant non plus, il ne parlerait pas, mais il va fermer une porte à trois entrées et presque à jamais. Mais dans la deuxième rédaction, à peu près après 10 ans de sa première critique, donc il va faire des soucis concernant ce petit chien qu'il a mis devant la porte de première critique. Donc il lui restait comme reste à Descartes qui n'a pas su développer une morale. Lui, Kant avait un sens de devoir quand même. Il fallait, et ça lui tombait, ça lui incombait de finalement, après toutes ces plaisanteries, fonder quand même une morale séculaire, mondaine, et pour mettre fin à tant de confusion. Donc, il faut demander quand est-ce qu'il veut, comme dans les marges de Kant, dans sa société alémanique
disons, qu'est-ce qui se passait. Il nous a donné un exemple comme poète, son roi Frédéric, comme bienfaisant, comme un soleil, il rayonnait sur son peuple, il distribuait ses biens, c'est le roi salutaire, ça lui convenait bien, ça lui donnait du courage pour écrire cette dure critique. Mais et comment il faut faire l'éducation dès lors, après première critique, comment éduquer les gens, comment dresser une institution d'enseignement et face à l'Église qui avait des moyens quand même encore énormes. Alors l'État, qu'est-ce qu'il fallait faire? En attendant, il y a eu deuxième Frédéric, apparemment, et qui censurait Kant, ne serait-ce que son livre qui s'appelle La religion dans les limites de la simple raison. Dans la troisième critique aussi, Kant fait des allusions au gouvernement du temps, de son temps, et qui se contentait concernant les choses transcendantales, concernant l'espoir d'autres vies, et avec des images enfantines, avec les colifichets, avec lesquels on peut manipuler facilement leur sujet. Voilà, ce sont ces expressions presque exactes. Donc, il faisait une critique de l'enseignement, ou bien politique culturel, politique religieux, dans le domaine de l'enseignement du peuple, qui n'a ni début ni fin, ça devrait être continuel, alors que Frédéric II, avec son ministère d'éducation, Volner, je crois, et il dressait des censures, et même aux écrits de Kant, il était loin de faire une réforme universitaire. Donc, à la fin de sa vie, Kant, il a dû écrire cette fameux conflit de facultés pour distribuer la part de chaque science et faire une classification moderne des sciences. Et c'est depuis Aristoteles on classifiait les sciences. Dernièrement, c'était Al-Farabi qui avait, dans la philosophie islamique, qui avait essayé de renouveler cette classification des sciences. Et quand tout en sachant qu'il s'agit d'un rapport conflictuel, et essayer de mettre chacun de ces disciplines leur part à la philosophie, au droit et aux médecines comme une science technique, leur lieu de activité et de législativité. Voilà. Oui, c'est une trouvaille intéressante. Un chien avec 3 têtes et 3 points antinomiques chez Kant, représenté avec un gardien devant la porte de première critique et croise les jambes et qui fait une croix avec ses jambes. Oui, on trouve très souvent dans la vie quotidienne des scènes pareilles, mais quel est le sens de ces marges? Quelle est cette connivence des marges? Et un marge où commence et où ça finit? Et qui décide à ça? Comment faire l'histoire de la philosophie, en fait? C'est encore dans la marge de la philosophie. C'est en parlant avec les amis aujourd'hui qu'on a découvert, tout à coup j'ai fait cet rapprochement.
parce que l'ami était spécialiste Kant, donc, mais j'insistais sur le rapport de un certain aristotélicianisme musulman, disons, qui a fait son entrée en Europe et qui a fait un renouveau philosophique dans la hypostase qu'on nomme Descartes et tout. Mais l'ami a ajouté que quand même il avait un certain Ghazali et aussi et qu'il n'était pas tout à fait comme Avicenna ou Averroès aristotélicien. Plutôt, Ghazali a eu plusieurs périodes et il est devenu quelqu'un de soufi et donc il était plus attaché à la foi, c'est-à-dire à la révélation, à la lettre de Coran, je dirais. Et donc, il a rédigé un livre énorme contre les philosophes en disant qu'en fait, ils sont insolides et ils n'ont pas, malgré tout leur effort, une certaine clarté. Ils n'arrivent pas à faire leur déduction concernant même l'existence de Dieu, mais parce qu'il ne s'agit pas d'un raisonnement déductif quand il s'agit de Dieu, et c'est une question de foi. Donc il a fondé quand même une école très sceptique avant Descartes. Cet scepticisme, c'était très élaboré, donc ça aussi directement influencé Descartes peut-être. Mais j'ai trouvé en fait, connaissant un peu Ghazali, et donc surtout sa représentation dans la discussion actuelle concernant la foi et la philosophie, effectivement Ghazali est très très mal utilisé. On peut jeter à la poubelle tous ces usages, abus de Ghazali. Mais lui, en tant qu'une figure philosophique, il a dessiné quand même un profil inhabituel, et on peut trouver peut-être les antécédents dans les sceptiques antiques, mais non, il n'était pas sensualiste non plus comme les Sextus Empiricus ou les autres sceptiques contre le platonisme, mais son attitude, surtout son livre en fait, sur la insolidité insolite ou bien contradiction contradictoire des philosophes. Alors ce livre, c'est vraiment un sophisme raisonné, et ça me rappelait, en fait, si on cherche un précédent dans la marche de la philosophie à ce figure quand même exceptionnelle qu'on nomme Jacques Derrida, effectivement, moi j'ai tout de suite cette idée également insolite que alors, Jacques Derrida incarnait au XXe siècle une figure de Ghazali. Voilà. C'est une note d'en bas de page, mais pour moi c'est énorme dans les travaux ultérieurs. C'est vrai qu'on ne sait pas où commence ou finit cette histoire poreuse, je dirais vieille de vieille. Et ça commence avec l'arbre de la vie, sûrement vers la lumière, ça remontait, mais c'était un vivant, donc ça devrait, en se poussant, prévoir sa mort et sa fin. Et tout organisme est déjà dialectique, ça vient de là, ça vient pas de la substance, c'est un autre modèle de substance, et dialectique, c'est du modèle organique, en fait, une fleur, organe sexuel d'une plante que Kant considère autrement dans le jugement réfléchissant. Alors, il devient oriental dans ses jugements téléologiques. Effectivement, j'aimerais bien qu'il entre dans les jurisprudences aussi, dans ce jugement. Il ne s'agit que de contemplation du beau. Effectivement, l'organe sexuel du fleur
est beau parce qu'on ne sait pas, on ne voit pas une organe sexuel, on voit une éphémère vie, et ça nous fait du mal de voir que cette chose si belle, elle va mourir quand même, elle est en train de même mourir en distribuant des senteurs, cette odeur qui nous enivre, et ces senteurs du bois de senteur, c'est extraordinaire, et ça nomme, et ça nous renvoie à nous-mêmes, parce que dans la nature, il n'y a que de putréfaction, il n'y a pas de beau. Beau, c'est en nous, c'est nature, c'est pour nous, et nous sommes quasiment en dialogue, et la nature nous accepte comme interlocuteur, et c'est notre berceau, et bien que l'homme est méchant, juridique, et révolté ou demande des comptes, et on est obéissant toujours devant le souverain terrestre, mais il y a autre chose quand même que la vie urbaine. On peut s'enfuir à tout instant, et on peut s'héberger dans les scènes de la nature. C'est ça l'espoir archaïque de l'homme civilisé, et toujours dans notre époque aussi. Et on nous demande des comptes, on nous arrête, voilà, on contrôle la naissance, mais ce vide ne se remplit pas. Ce vide, aucun souverain, sauf la commerce, sauf l'industrie, sauf Hermès, sauf Héphaïstos, sauf l'alchimie, on ne peut pas de fond en comble transformer la nature. On joue avec la nature, et le commerçant, l'industriel, c'est triptyque terrible, portefeuille, l'argent, champ, propriété, et on est encore dans les chiens, devant le chien à tête 3. Voilà. Alors, ce qui nous semble d'avoir perdu avec la pensée moderne, à l'intérieur de la technique de la philosophie, pour en parler ainsi, en fait, c'est la causalité finale, je dirais. Depuis Aristote, on connaissait 4 causes, n'est-ce pas? Cause matérialiste, cause formaliste, cause efficiente et cause finalis. Alors, selon l'interprétation de Jean-Luc Marion, dans ses livres sur Descartes et sur sa ontologie et sur sa théologie grise, disons, ontologie grise, théologie blanche, ce sont des livres très intéressants, très techniques. Alors, il semble que chez Descartes, ce qui emporte dans la causalité, c'est plutôt la causalité, cause efficiente, au détriment de la causalité finale. Et chez Kant, effectivement, causalité n'est qu'une l'une des catégories, donc ça tombe bien dans le domaine de la phénoménalité. Donc on ne peut pas demander des causes ultimes concernant les choses essentielles, sous peine de tomber dans les antinomies. N'est-ce pas? On ne peut pas parler des causes dernières du cosmos ou la fin ultime de l'âme humaine, et ni comme cause primaire, comme la chose essentielle, et le Dieu, mais dans la manipulation extraordinaire qu'il a fait dans la philosophie, la question de causalité ultime, donc en dehors de tout notre fonctionnement catégoriel sous l'égide de l'entendement, à la fin de son livre Troisième critique, qui n'était pas prévu comme critique dans le projet initial kantien,
il avait écrit première critique, en faisant en fait en réservant une place à la morale. Le projet initial apparemment c'était une sorte de fondation de métaphysique de la mœurs, et puis fondation des sciences naturelles. Mais en écrivant, en rédigeant deuxième fois sa première critique, donc il a dû passer à une critique ou usage spécial de la raison dans le domaine pratique qu'il appelait la raison pratique. Alors, ça aussi, il n'a pas véritablement une théorie de téléologie, mais seulement dans une considération de la nature d'une manière désintéressée, en dehors de sa matérialité, donc en dehors de sa causalité, que nous constatons pour pouvoir vivre dans la phénoménalité. Et une autre sorte de phénoménalité dans la contemplation de la nature, avec les mêmes yeux, avec la même esthétique transcendantale, il se passe quelque chose, une simple, légère, mince déplacement des choses. La nature nous apparaît comme quelque chose étrange, qui nous est très familier, mais à la fois comme interrogation. Pourquoi c'est si familier que ça, et d'où vient cette législativité de l'esthétique transcendantale? Pourquoi la nature est tellement harmonieuse avec nos organes de captivité? Et pourquoi nos organes de captivité est fait pour recevoir toutes ces données palpitantes de la nature qui sont des jeux de forme et parfois une informe terrible qui dépasse tout entendement, et dépasse toute sensation, bien qu'il reste encore des excitations de l'ordre sensuel. Alors, c'est une autre question de téléologie sourde comme dernière destination de tout ce qui se passe dans la nature, y compris dans la nature humaine, au sens de la socialité politique, donc y compris les guerres. Quel est le but final des guerres dans l'histoire de l'humanité, et même les guerres actuelles dans lesquelles nous nous trouvons pris d'une manière impitoyable, et nous perdons notre liberté de penser, d'agir, publier sous les rois comme Frédéric II, etc. Et malgré tout l'effort de la raison pour installer la paix, pour trouver des négociations comme dans le commerce, etc., il y a un moment donné, la guerre frappe notre porte, et c'est encore de la nature dans l'homme. Et ce genre de méditation profonde, tout en étant à l'intérieur de tout ce qui se passe dans les affaires humaines, et pouvoir trouver une topos en dehors de ça pour contempler, comme dans une tragédie, comme dans un théâtre, le début et la fin d'une pièce qui est offerte comme aux yeux de Dieu, mais non à l'instance de raison humaine. Donc, dans son législativité un peu syncopé, mais il continue encore à penser comme une je pense, qui accompagne une même représentation de guerre, d'infamie, des immigrations massives, des mouvements de population, changement du fond d'un comble, de toutes choses qui semblaient mises en place et qui semblaient avoir une causalité à peu près correcte. Tout
se bouge et toute causalité se renverse pour donner lieu à une pensée qui cherche l'universel dans cette singularité véhémente de toute urgence et question de jugement réfléchissant dans son excessif état devient un jugement sans juger des finalités ultimes, c'est-à-dire une méditation profonde, un certain Traumsein, donc l'origine même de l'acte pensé, une noésis à partir de pathos commence à construire une chaîne beaucoup plus large, une sorte de poienne, et la raison noésis devient hyperactive, sans pouvoir quand même englober les dernières ultimes finalités. Mais on nous prouve que la question de finalité n'est pas oubliée chez Kant dans les derniers jours d'Emmanuel Kant, comme dans le roman de Thomas de Quincey, que je salue ici, même dans le fond de la nuit, où on ne sait pas où aller, dans une rafale naturelle et dans une rafale politique, pas comme les autres. Voilà, en somme. Et regardez et essayez de comprendre, c'est ça, la nature étrange qui est en nous. C'est ça que je voulais dire dans ce petit matin, finalement. Pour, pour voir si la guerre, c'est le spectacle pour le Dieu, ou offert au Dieu, ou c'est la guerre des dieux offerte à l'homme. Et comme il s'agit d'une représentation, et en tout cas de l'ordre du beau chez Kant, dans le jugement réfléchissant, là où le concept devient élargi, alors il faut faire parler les dieux, c'est-à-dire les lieux antiques, dans leur représentation. Par exemple, le dieu de guerre, Arès ou Mars, était toujours en repos, mais pas toujours en fait. C'est dans le moment où un guerrier est en repos, c'est qu'il y a un héros qui travaille. Et qui arrive à un moment donné, le désarmer. C'est dans la scène picturale de la représentation occidentale, avec une grande acuité, quand même, ils ont senti que ce qui faisait la guerre et ce qui avait la possibilité, capacité d'arrêter la guerre à un moment donné, après la victoire ou victoire illusoire, et c'est encore Eros qui désarmait littéralement Mars ou Arès, et charmé par Aphrodite. Mais c'est Eros qui arrangeait les choses, c'était un intermédiaire entre Aphrodite et Mars, et c'est qu'il faisait une manœuvre pour désarmer. Il lui offrait sa flèche et en retour, il désarmait Mars et il obtenait son masque, etc. Et un chien qui gardait quand même ce garçon qui est intouchable, bien que dans le temps archaïque, il était lui aussi charmé par Zeus. Donc, dans l'exemple de Ganymède, c'est-à-dire dans la hypostase sous la forme de Ganymède, et c'était un aigle guerrier de Jupiter, je crois, qui le captait. Mais même Ganymède, il arrivait
faire la paix avec cet aigle qui est un rapace, mais il lui offrait de l'eau pour boire. Donc lui aussi, il était assis après long vol et il était retourné au paix, si vous voulez.